Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Nouvel enregistrement, nouvelle rencontre. Chaque podcast est une belle occasion de célébrer l'art de vivre, la gastronomie, la culture du goût et surtout les connexions autour de ce qui fait sens dans notre assiette. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Courtois-Suffy, chef autodidacte passionné, qui vous reçoit dans son appartement pour une expérience gastronomique confidentielle, exclusive et sur mesure. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci. Michel Gay, créatrice de la parfumerie culinaire pour initier un dialogue inoubliable entre mets et fragrances. Bonjour Michel. Bonjour Virginie. Mélissa Djabourian, présidente de la Chambre professionnelle des charcutiers traiteurs du Grand Paris. Bonjour Mélissa. Bonjour. Vincent Pedro, directeur de salle chez Caso dehors, un restaurant gastronomique à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors, je te garde Vincent. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la maison qui, depuis 1928, est un établissement incontournable de l'Ouest parisien ? Alors, à l'origine, c'était une buvette dans la forêt de Saint-Germain. Et puis, au fur et à mesure des années, les propriétaires ont fait évoluer l'établissement pour devenir un restaurant et ensuite un restaurant gastronomique. En 1973, il y a un hôtel qui a été construit, qui est devenu tout de suite Relais et Châteaux. Et ensuite, chaque génération, donc jusqu'à 4 générations, ont fait évoluer l'établissement pour devenir une adresse, on va dire, incontournable de la région parisienne, comme Virginie l'a cité tout à l'heure. Et lorsqu'on sort dans des soirées, on entend toujours des personnes qui disent « Ah, je suis allé à des fiançailles, à un mariage, à une communion, à un anniversaire ou à un déjeuner en terrasse ou dans le restaurant près de la cheminée, par exemple. » Parce que c'est un nom très connu. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 ou 3 fois. Qu'est-ce qui fait que, justement, c'est à la fois gastronomique, un peu haut de gamme, mais très chaleureux ? C'est l'âme que les fondateurs et puis les différentes générations qui se sont succédées ont voulu insuffler à cette jolie maison qui est comme un pavillon de chasse dans la forêt de Saint-Germain avec des beaux objets, des beaux meubles, des beaux tissus, puis de la belle vaisselle, une belle cuisine et puis aussi une équipe qui fait que on essaye on fait en sorte, de faire un séjour inoubliable. Et ce que je dis toujours, moi, j'aime bien voir l'œil qui brille l'étoile, qui brille dans l'œil du client quand il repart ou quand on parle ou quand on accompagne un enfant de 3 ans choisir son dessert en pâtisserie. Lorsqu'il a bien mangé son entrée et son plat, je dis que je mets des caméras et que je surveille. Et donc ça fait... Et toi, je lui parlais du Père Noël à ce moment-là ou pas ? À 3 ans, lui disant voilà, si tu as ton dessert, non, t'oses pas. Non. Parce que tu mets les caméras, donc c'est quand même un petit peu de manipulation. Ouais. Donc il choisit son gâteau ou sa glace. J'essaye toujours de faire mon équipe, faire un petit bonhomme, un petit lutin avec des grains de café, des langues de chat, etc. Et il retourne à table avec sa glace. Et puis souvent, il sort aussi avec la toque du chef dédicacée. Donc on a des enfants maintenant qui viennent... Je peux venir ? Oui, bien sûr. Même si on n'est pas des enfants. Jusqu'à quel âge ? Je te prendrai par la main et puis... Ah non, c'est extraordinaire. Ouais, top. Alors, Jérôme, on parle d'étoiles dans les yeux, on parle de cuisine, on parle d'expériences inoubliables. Toi, tu as révolutionné le concept de chef à domicile. Oh, c'est gentil. Parce que ce sont les clients qui viennent chez toi, dans ta cuisine, du 16e arrondissement de Paris. Et j'aimerais que tu m'expliques comment tu arrives, toi, donc de l'autre côté, à célébrer ce qu'on appelle l'art de l'hospitalité et de la réception. Écoute, je crois que c'est assez simple parce que j'ai commencé
à faire la cuisine à 5 ans, parce que même si je viens d'un univers professionnel totalement différent, et quand mes parents recevaient, je faisais la cuisine une partie du service. Et puis après, je recevais mes amis, quand j'étais marié, on recevait tout le temps. Et finalement, j'ai dupliqué ce plaisir à des convives passionnés. Donc je reçois chez moi des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, mais comme si c'était des amis. Et c'est vraiment l'esprit du concept. Comment se passe le menu, l'établissement du menu ? Alors, quand les convives, je dis plutôt convives que clients, parce qu'on est plutôt dans cette démarche-là. Oui. Quand ils réservent, ils me disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs éventuelles intolérances ou allergies, et je vis ma vie. Donc, les gens arrivent, ils ne connaissent pas, on n'a même pas eu un contact téléphonique parfois, et j'ai toute la liberté de faire le menu en fonction du marché, de mon envie, de mon inspiration, à tel point que j'ai un jeu qui s'est fait très souvent, c'est que je pars from scratch sur un plat que j'ai pas testé et que je fais goûter à mes convives. Donc c'est vraiment de l'intuitu personnel, le fait de faire plaisir aux gens. Et c'est ce que disait mon voisin, c'est que voir la lumière briller dans les yeux de nos convives, c'est le plus beau des cadeaux. C'est à ça qu'on se rend compte quand même, la chance et la portée quand même quasi incantatoire de notre métier. Absolument. De transmission de la gastronomie. Alors, Mélissa. Virginie. Toi, tu fais aussi partie de la gastronomie. Et oui. Mais de la gastronomie un peu grasse, mais qu'on adore. Mais le gras, c'est le goût, ma chère. Mais le gras, c'est le goût. Le bon gras. Le gras, alors, donc toi, tu es co-gérante du Porcelet Rose. C'est joli. ça. J'adore. C'est mignon. C'est mignon. Véritable institution à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Alors moi, j'ai envie, même s'il est là à peu près 11 heures, fais-nous saliver et donne-nous 3 produits d'excellence que tu proposes. Bah écoute, chez nous, on a un trio d'enfer. Ah bah voilà. Alors, le trio d'enfer. on est sur un fromage de tête qui a quand même remporté 3 fois J'adore. la médaille d'or. Une fois l'oreille d'or par mon prédécesseur. L'oreille d'or. Et oui, mais c'est là toute l'histoire du fromage de tête. Et on fait également un très bon boudin blanc. Moi, le boudin blanc, c'est genre... c'est obsessionnel. J'en mange au moins 3 fois par semaine. Donc là, ça y est, la saison est ouverte. Donc on en fait à tout... aux champignons, aux cressons, à la truffe, enfin voilà. Donc là, on en a 2. Et le troisième. Et le troisième, c'est le pâté en croûte. Bien parce sûr. que mon associé est champion de France quand même. Donc du coup, voilà. Très bien. Alors le boudin blanc, moi j'ai toujours entendu dire, enfin, quand tu demandais boudin noir ou boudin blanc, bon, les gens disaient boudin noir. Ouais, le boudin blanc, c'est pas du vrai boudin, etc. Et la compo, ta compo, c'est quoi ? Mais la compo, ça n'a absolument rien à voir. Hein, le boudin noir et le boudin blanc. Oui, le boudin noir, c'est du sang de porc. Ouais. Et le boudin blanc, c'est de la viande. Avec du lait ? Avec du lait infusé, exactement, avec plein d'aromates excellents. Secrète. Et, pardon ? Secrète. On peut pas tout dire. Mais du coup, si, on dit tout. Tu l'aromates. Dans la transmission. Mais tu dis le cresson. Tu fais du boudin blanc au cresson. En fait, ce qui est génial avec ce produit, c'est pas comme le fromage de tête où on peut pas vraiment partir dans des recettes farfelues. Il y a des classiques qu'il faut respecter. Mais le boudin blanc, le pâté en croûte, etc., c'est déclinable à l'infini. Et c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est que le boudin blanc, en fonction des champignons qu'il y a, la semaine prochaine, on reçoit du cèpe, on va le faire au cèpe. On peut le décliner à 1001 choses. Et c'est ce que j'apprécie dans ce produit. D'accord, donc les 3, donc c'est... J'ai faim du coup. Grave. Donc le pâté de tête, le boudin blanc et le pâté croûte. Alors là encore, excuse-moi, une question me vient. Pâté croûte, pâté en croûte, on en est où ? On en est que moi, tant qu'il y a du pâté et de la croûte, je mange. Écoute, c'est comme la team chocolat, chocolat, chocolatine. Moi, c'est pâté en croûte parce qu'à Paris, on dit pâté en croûte. À Lyon, je pense qu'ils seraient en train de me pendre directement. Mais écoute, du pâté, de la croûte et on adore. Et on adore. Ouais. Super. Donc toi, tu parlais donc de revisiter un petit peu des classiques, donc de sortir des sentiers battus, mais en même temps respecter la tradition. Toi, Michel, on a déjà échangé par Zoom. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais en effet, on avait déjà échangé. Et tu m'avais dit, j'adorais ce mot, tu m'avais dit, moi, je suis une iconoclaste. Donc une iconoclaste, c'est quelqu'un qui se démarque, c'est quelqu'un qui est très libre. Et toi, ça veut dire quoi, être libre dans ton métier ? Alors, évidemment, ça veut dire différente, et là, je le sens à travers vos 3 différents parcours, parce que moi, je ne parle pas de cuisine et de gastronomie. D'abord, je vais vous faire une confidence, je suis nulle en cuisine. Alors certes, on n'est pas obligé d'avoir appris à cuisiner pour savoir cuisiner, mais je ne sais pas cuisiner. Ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave, ça se soigne et on vit très bien avec. Et en tous les cas, on
on fait autre chose, parce qu'il faut bien s'alimenter, il faut bien se nourrir, et puis il faut faire plaisir, et puis il faut partager. Donc, moi, je ne cuisine pas, je compose. Donc, je suis styliste de formation, donc ça a dû lyonnaise, donc je confirme, c'est pâté croûte et non pas pâté en croûte, déjà. Rétablissons la vérité voilà, de naissance. Et donc, effectivement, ne sachant pas cuisiner, autrement dit, n'ayant pas appris à transformer les bons ingrédients, je les assemble, je les compose. Je dirais que j'ai une cuisine plus narrative, effectivement, que gustative. C'est beau, ça. C'est très beau. Oui, je fais ce que je sais faire. Donc, voilà. Et il se trouve que dans cette démarche de narration, j'ai eu un jour l'idée et l'envie, parce que passionnée par le parfum, j'ai eu envie de questionner ce que l'histoire avait installé dans nos assiettes en matière d'épices, de condiments d'épices, et je suis allée chercher dans la palette du parfumeur d'autres épices, d'autres racines, d'autres feuilles, telles que le patchouli, le vétiver, le bois de santal, la rose et le jasmin. D'autres cultures le faisaient avant nous. Et c'est de cette façon qu'est né ce métier que je me suis créé, d'où ma dimension iconoclaste. Je suis parfumeur culinaire. Plus parfumeur que cuisinière. Alors, explique-nous le concept. Alors, le concept... Par rapport à des clients. Alors l'essentiel de mes clients, c'est le B2B. C'est l'événementiel, c'est le lancement d'un parfum où on va me demander d'illustrer, d'incarner un parfum en version gustative pour donner, dans le cadre d'un événement, le goût du parfum, le goût d'une odeur. Parce que c'est ce qu'il y a de magique dans le parfum, c'est qu'il est invisible, il est désincarné, donc il est intéressant à un moment donné de le descendre dans la matière, donc de lui donner un goût, de lui donner une structure, de lui donner des textures et de lui donner une saveur ou de lui restituer sa saveur. Et c'est de cette façon-là qu'un de mes maîtres en parfumerie qui s'appelait Maurice Morin, qui est décédé, un jour, je lui fais goûter du vétiver et je reverrai toute ma vie Maurice me regarder et me dire « Mais Michel, ça a le goût de l'odeur ». Ça, je pense que je pourrais vivre 120 ans, que je me souviendrai de cette réflexion, le goût de l'odeur. Donc, c'est aujourd'hui ma quête. Comment tu fais pour arriver à fondre les deux sens ? Alors, je passe déjà par la réalisation de parfums culinaires. Donc, je me suis, je dirais, basiquement inspirée probablement du premier parfum culinaire qui existait sur Terre, qui est le sucre vanillé, qu'on connaît tous. En sachant que j'ai une démarche inverse. Alors déjà, je ne travaille jamais en monofragrance parce que c'est de l'aromatisation et je dirais que personne n'a besoin de moi pour le faire. Ma valeur ajoutée consiste bien en un travail de composition, donc un parfum avec ses notes de tête, de cœur et de fond. Donc je crée d'abord ce parfum. Donc je crée un mélange. Alors je passe essentiellement par les huiles essentielles, pas par choix ni forcément par éthique, mais il est vrai que sur le marché, je n'ai pas encore trouvé de racines de vétiver, de feuilles de patchouli ou d'écorce de bois de santal. Donc je dois passer par les huiles essentielles qui requièrent un process très méticuleux et très particulier avec des tons d'affinage comme du fromage, comme du vin. Et une fois que ce parfum est affiné, maturé, eh bien je le pose ou je le dépose sur un ingrédient support. Un sucre, un sel, un miel, une huile végétale, peu importe, un produit laitier. Donc, un boudin blanc. Un boudin blanc. Mais par exemple, un beurre complètement. Un beurre parfumé qui devient un beurre parfum et non pas un beurre parfumé, en effet. Voilà. Et donc en cela, j'ai une démarche inverse. Le pâtissier ou le cuisinier va prendre sa masse, donc le sucre, et va aromatiser le sucre. Moi, j'ai la démarche inverse. Donc mon point de départ, c'est le parfum. Et ensuite, pour revenir à la cuisine ou au goût, une fois que ce parfum est créé, effectivement, reste à créer le binôme et le duo parfait. Donc, avec quel mets, quelle recette je vais pouvoir l'associer. Et en cela, à mon sens, si je devais être très honnête, je devrais encore plus parler de parfumerie condimentaire que de parfumerie culinaire. Parce que c'est vraiment une rencontre condimentaire.
Donc en cela, effectivement, avec un pâté croûte, avec un boudin blanc ou un fromage de tête, parfait. Un boudin blanc au vétiver. Extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Le vétiver, Alors, pour ses notes boisées, effectivement un peu fumé, on l'imagine très bien, complètement. Alors, Jérôme, je fais le lien tout de suite. Moi, j'ai lu que tu étais un chasseur de saveurs. Ça, tu l'as dit plusieurs fois. Comment cette quête s'articule-t-elle au quotidien, ce chasseur de saveurs? Elle s'articule un peu de manière innocente et involontaire. Et si je prends A, que je mélange avec B, et je saupoudre de C, ça donne quoi? C'est 500 fois par jour. Alors, je ne dis pas que je le fais 500 fois par jour, mais c'est ce côté provocation, ce côté sortir de sa zone de confort. Un riz au lait à la truffe. Un riz au lait à la truffe, un riz au lait à la truffe. Et je fais du riz au lait à la truffe. C'est comme ça, c'est un jeu, c'est de l'improvisation, c'est du plaisir de découvrir. Alors ça, c'est dans mon quotidien maintenant, mais j'avais aussi cette casquette-là sur prendre ma voiture, partir, non pas à l'inconnu, mais à peu près, et voir un panneau producteur d'escargots. Je m'arrête. Et j'ai fait des superbes rencontres. Et puis je dois avoir quelque part un peu de nez. Et puis être un peu fou. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu tous fous, là. Pourquoi un peu? Pourquoi un peu? Beaucoup. Michel employait le terme d'iconoclaste que j'aime beaucoup. Ouais. Je pense que pour faire ce métier ou ces métiers avec une telle passion, il faut être un peu fou. Et adorer sortir de sa zone de confort. Oui, et briser les codes et révolutionner un petit peu. Oui, puis se franchir un peu dans la mesure du possible du regard des autres et puis vivre sa passion, on n'a qu'une vie. Génial. Mais c'est là toute la complexité d'allier les aliments, les meilleurs aliments, et parfois on trouve des combinaisons incroyables. Oui, mais c'est souvent les plus spontanées et non préparées qui sont les plus surprenantes et parfois les plus magiques. Oui, c'est le mieux. Ouais. C'est pas la chance du débutant, mais c'est un peu ce principe-là. C'est OK, j'ai tenté un truc un peu ouf, comme dirait mon fils. Et c'est top. Ou c'est catastrophique, je jette tout de suite. Mais c'est ce côté jeu permanent qui est magique. Super, j'adore. Alors, Mélissa. Virginie. Mais je sais plus. Non, mais moi, j'ai regardé ce que tu faisais. Bon, déjà, j'adore ce que tu fais parce que moi, je suis adepte de la charcuterie, mais surtout. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis d'origine alsacienne. Oh. Depuis le 9 septembre, on peut s'inscrire. J'adore, elle est folle, j'adore. On peut s'inscrire pour le concours de la meilleure choucroute de Paris. Et oui, madame. Donc, quand j'ai lu le post Insta, j'ai souri. Comment ça se passe? Et surtout, comment on arrive? Alors, c'est quoi les critères? Combien il y a de personnes qui se présentent? Est-ce qu'on peut faire des choucroutes iconoclastes? Ou est-ce qu'il y a des choses académiques? Raconte-nous. Eh bien, écoute, en général, ça se passe bien. C'est un concours qui était géré à l'époque par les charcutiers de Paris. Ça a été arrêté pour diverses raisons. Et mon vice-président, Stéphane Thielen, est alsacien. Ah. Et du coup, on a dit, tiens, faut qu'on relance ce concours parce que la choucroute à Paris, c'est un pilier dans nos magasins. Ça représente une grosse partie de notre chiffre d'affaires pendant la saison. Et c'est également... faut voir un peu les boutiques. Quand on passe devant les boutiques parisiennes pendant la saison, c'est juste, on se transforme en temple de la charcuterie. Tant les combinaisons de saucisses, de viande fumée, de viande salée sont possibles avec le chou à choucroute. Donc voilà, là c'était de mettre... Parce que depuis que j'ai repris le poste de présidente, c'est vrai que ça me tient à cœur de mettre en lumière le savoir-faire de mes adhérents sur la région. C'est un de mes objectifs premiers. Et du coup, par le biais de ce championnat, je suis toujours impressionnée de voir à quel point nos collaborateurs, il y a les cuisiniers également qui participent à ce concours. Je trouve ça incroyable. Et c'est toujours émouvant quand je déguste les produits, parce que je vais piquer quand même chez les jurys, je goûte aussi un peu de temps en temps. À quel point on peut faire ressentir par le biais d'un produit qui est identique chez tout le monde, c'est les mêmes bases, les mêmes matières premières, mais avec sa conviction, sa vision du produit, ce qu'on peut faire... Sa sensibilité aussi. Mais oui, et c'est génial. Donc, on peut s'inscrire, et c'est très différent en fonction des candidats. On a des candidats qui... présente au concours des recettes qui sont un secret bien gardé depuis plusieurs générations. Un secret que parfois on obtient en tant qu'apprenti en sortant de chaque entreprise.
Il y en a d'autres, c'est plutôt l'occasion de répondre à la demande moderne. D'essayer parce que c'est ça aussi, notre métier, c'est de s'adapter aux demandes. Nous, maintenant, on fait de la charcuterie moins grasse, moins salée, sans additifs, etc. On s'adapte. Donc là, c'est l'occasion de proposer des choucroutes un peu dans l'air du temps. Et il y en a même certains de nos candidats qui font fermenter leurs choux eux-mêmes. Donc qui vraiment, qui vont très loin. L'engagement maximal. Quoi. Oui. Et donc voilà, l'excellence, elle va être là. On a 26 candidats. Là, ça y est, les inscriptions sont clôturées. J'allais te poser la question combien 26 choucroutes différentes du coup. Voilà, sur Paris-Île-de-France. Et j'ai vraiment hâte. Ça se passe à la Maison de l'Alsace et on va avoir un beau jury. Un beau jury pour départager et nommer le champion de la meilleure choucroute. Et par contre, donc des extérieurs ne peuvent pas venir. Ça, c'est interdit. Alors c'est fermé. C'est fermé aux professionnels, donc au jury. Les candidats viennent à la remise de prix le soir et on a quelques invités, dont toi d'ailleurs. Moi officiellement, aujourd'hui, maintenant. Non mais tu oui, m'invites. Ah non mais moi je viens. C'est un rêve. C'est un rêve. Ah non, mais ce serait canon. Donc, save the date. Non, mais c'est génial. Non, très, très bien. Michel, donc si on revient, moi j'ai lu, parce que j'ai essayé de bosser un peu, quand même. Ça se voit. J'ai adoré cette phrase. Goûtez, ceci est votre parfum. Quelle promesse sensorielle envoûtante. Alors, explique-nous les moments clés pour créer son parfum personnalisé. C'est déjà se connaître, c'est tout à fait évident. C'est aller comprendre dans ses goûts et aussi dans ses dégoûts qui l'on est réellement, c'est regarder son assiette et effectivement accepter qui l'on est et ce que l'on est et c'est partir et ça devient, c'est le brief. Donc, il est tout à fait évident que le parfum, je dirais au même titre qu'un parfum de corps, un parfum culinaire, est le reflet de soi. Donc, il parle pour nous, il nous parle et il parle pour nous. Alors, effectivement, on peut décider de livrer un message qui n'est pas le nôtre, mais on peut jouer aussi avec le parfum. Donc c'est ça. Donc, quand tu dis le brief, donc par exemple, moi, je viens de voir, je te dis, je veux créer mon parfum culinaire. Quelles sont les questions, le type de questions que tu peux me poser ? Il va y avoir 3 heures d'échange sur, effectivement, déjà de façon très naturelle et très intuitive, quels sont tes meilleurs moments, souvenirs de table, quelles sont les couleurs qui te portent en énergie, quels sont les sons. Est-ce que tu es plutôt dans des sons graves ou aigus qui évidemment correspondent à des catégories d'ingrédients et d'essences différentes. Évidemment, je regarde la façon dont tu t'exprimes, quelle est ta rhétorique. Enfin, là, c'est tout à fait factuel. C'est cette matière brute là, en toute authenticité. Et c'est cette matière brute là qu'on transforme, en tous les cas, que je transpose en un parfum. Donc, je ne peux pas l'inventer. Ça prend combien de temps ? Alors, cette première étape déjà prend du temps, puisqu'il y a généralement, il y a au moins 3 interviews d'1 heure, donc sur des moments de journée différents, parce qu'on n'est pas... Voilà, la vie est un mouvement. Donc ensuite, moi, il me faut le temps d'analyser, de comprendre, de faire généralement 3 propositions, 3 pistes, 3 intentions. Il faut savoir qu'un parfum culinaire, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, c'est entre 10 et 15 essences différentes ou ingrédients différents qui se composent en note de tête. Donc la note de tête, c'est la première impression, c'est le premier message que vous allez livrer à travers votre assiette quand vous allez le servir, par exemple, et le partager. Les notes de cœur, c'est vraiment notre caractère intrinsèque. Donc là, il faut aller chercher quand même une forme de vérité. Et les notes de fond, c'est le sillage, c'est le message que j'ai envie de laisser au-delà de ma présence et au-delà de ma recette ou de mon assiette. Donc il y a ce travail de composition selon une classification qui est la classification officielle des parfums. Il y a cette grande famille de parfums en parfumerie. Et puis ensuite, il y a un temps incompressible de maturation, dont je parlais tout à l'heure, comme le chou en fermentation, comme le fromage, comme le vin, pour que ces différents ingrédients se mêlent et ne fassent qu'un. Parce que ça devient intéressant quand ça devient une abstraction. Si on identifie la bergamote, le bois de santal, le jasmin, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'est d'avoir un sillage et un accord linéaire. Comme dans les plats.
J'ai une question. Mais bien sûr, mais posez-vous les questions. C'est quoi ta dernière création ? Si tu as le droit d'en parler. Très belle Oui, question. j'ai le droit d'en parler. Pour que ce soit Alors, il y en avait 3. Donc, c'est pour une marque de parfum qui souhaite, dans le cadre de ces événements, incarner les 3 bestes de la maison. Donc, il y a un accord Hespéridé, classiquement une eau de Cologne, les accords Hespéridés. Il y a un chypre, donc là c'est un petit peu plus complexe. En parfumerie, les chyprés sont des accords très sophistiqués sur un départ de bergamote, un cœur de rose et de jasmin, et un fond boisé de patchouli, de mousse de chêne, de vanille, de tonka. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Extraordinaire. Et le 3e, c'est un boisé pur sur un accord vétiver, encens, myrrhe et pin sylvestre. Et sur des supports différents, il y a un sel. Moi, je dis il y avait parce que pour moi, il est livré, il est terminé, mais il est encore dégusté. Un sel, un miel et une cassonade. Extraordinaire. Voilà. Et après, ils sont posés sur des choses très simples, puisque c'est le propos de cette marque qui n'a pas évidemment d'installation et ne souhaite pas faire de cuisine. Donc on en pose un sur une compotée de pommes, un autre sur un fromage, le 3e sur un... j'ai même oublié, alors pas de charcuterie, je devrais le suggérer. et oui, sur un velouté de potiron en ce moment. Et ça, c'est toi qui le suggères ? Oui, voilà. Alors je fais une liste donc de préconisations pour que ce soit simple. Voilà, donc il y a un carnet d'intentions qui sont des pistes. Et puis ensuite, effectivement, comme le disait Jérôme tout à l'heure, on peut aussi se livrer. Une fois qu'on maîtrise ces parfums, le goût, on a aussi envie. Je pense qu'ils doivent changer les fromages et c'est ça, c'est bien. C'est bien. C'est une boîte à épices, hein, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Mais je pensais à toi, Mélissa, sur les choucroutes. Je me sentais déjà partie dans un bar à moutarde, par exemple. Avec extraordinaire. Le parfum des charcutiers. Oh là là. Merci. Et là, typiquement, effectivement, je ne dirais pas rajouter du bois ou du fumet apporté par la charcuterie, mais pourquoi pas une note très florale de jasmin, de d'ylang-ylang, des notes très, très suaves, effectivement, ou Hespéridé, de la fraîcheur avec de la bergamote, du yuzu, mille choses à faire. Oh, oui. Mais certainement pas de fumée et de boisé, puisque l'idée n'est pas de tuer le mets, mais au contraire de le révéler. Merci Michel. Vincent, comment tu définirais la cuisine de Caso dehors ? C'est une cuisine qui garde les préceptes traditionnels, mais qui sont mis au goût du jour. Le chef travaille ses recettes, travaille le produit et ajoute des ingrédients, des légumes, des épices pour que ça plaise aux clients, ça les surprenne. Ça les fasse aussi voyager que les parfums. Comme à un moment donné, l'été, il fait un tartare de bœuf aux huîtres. Ça, c'est énorme, c'est phénoménal. C'est le même chef depuis combien de temps ? Depuis 22 ans. Ah oui, donc Oui. Et, il joue bien son rôle. Il joue bien son rôle. Et pour toi, c'est quoi un service aux petits oignons ? Un service aux petits oignons, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de revenir chez vous ? Déjà, c'est l'accueil. Voilà. C'est quoi un bon accueil ? Parce qu'on dit toujours, voilà, l'accueil, le service, la salle, etc. L'accueil, c'est accueillir des personnes qui ont ou pas l'habitude de venir au restaurant, de le sentir, de le détecter des mondesques pour les mettre à l'aise tout de suite. Exemple, une famille qui arrive avec 2 enfants qui sont un peu turbulents dans l'accueil. Tout de suite, j'ai un tiroir, je sors le menu des jeunes gourmets, des jeunes gastronomes, avec une petite boîte de crayons de couleur, des dessins. Déjà, les parents, on sent déjà la tension qui descend. Ils se disent « Ah, les enfants sont bienvenus ». Et c'est vrai que pendant des années, enfin, il y a très très longtemps, dans les restaurants, dès qu'il y avait des enfants, les restaurateurs, le personnel était assez, comment on va dire, dubitatif par rapport à comment allait se comporter l'enfant. Le fait
dès qu'ils rentrent, les mettre à l'aise. J'ai également énormément de chaises hautes. Donc ça aussi, ça rassure. Et puis bon, on les accueille, on les installe à table. Et puis bon, souvent, si jamais je passe dans la salle et si jamais je prends cette commande à cette table, je fais un petit jeu avec l'enfant et je dis, bah voilà, si tu manges bien, comme je disais tout à l'heure, l'entrée et le plat, on te check la main et tu viendras choisir ton dessert. Et je surveille si tu as bien fini ton assiette. Avec les caméras. Il n'y a pas de caméra. Non, mais c'est et ça. Alors mon équipe le fait aussi quand je suis pas là, mais je trouve que c'est bien parce que au moins ça met les parents à l'aise. Et puis on essaye de démarrer les tables, ou surtout la commande des enfants en amont, pour que les parents soient un peu plus cool à table. Parce que moi, ce que je déteste, c'est de voir l'iPad et les écouteurs. Alors c'est vrai que les parents sont tranquilles, mais ça, j'aime pas du tout. Et c'est important, le service. Souvent, je dis dans nos métiers que on peut faire les plus beaux produits du monde. Si l'accueil, il n'est pas là. Mais c'est clair, c'est dans ce sens-là. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu peux faire de la cuisine plutôt classique, où il peut y avoir un couac pendant le service, un truc trop cuit, trop salé. Enfin, on sait pas, on n'est pas à l'abri d'un imprévu. Le client, il acceptera plus l'imprévu si l'accueil est au top. Absolument. Que si en plus l'accueil n'allait pas, je veux dire, c'est zéro. Puis maintenant, il n'y a pas de place maintenant avec les réseaux, les notes, les machins, tu te fais pulvériser rapidement. Moi, j'ai gagné des clients, ça fait 23 ans qu'ils viennent, ils viennent 2 à 3 fois par semaine. Bah oui. Dîner. Clients. C'est très bons clients. Ils font partie de l'équipe du coup maintenant. Ils font partie, ce sont des clients chouchous. Ouais. Et ils ont été accrochés. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il y a eu justement un souci sur la cuisson d'un poisson. Et le fait d'avoir retiré les 2 assiettes en même temps pour les refaire, alors qu'il n'y avait que celui de madame qui était pas correct, le client s'est dit waouh, il n'y aura pas de décalage. On est pris en compte, voilà. On est pris en compte, évidemment. Ça va matcher. Et ils m'ont confié il n'y a pas très très longtemps, alors que ça fait 22 ans qu'ils viennent, ils m'ont dit pourquoi ils étaient venus la première fois, parce qu'il y avait l'accueil et la prise en compte du client pour le client. Je reviens sur les enfants. On a également un service de brunch d'octobre à avril. Là, je fais de la pub. On est là pour ça, Vincent, quand même. Je fais de la promotion. Et on a un clown qui vient animer les brunchs. Donc, c'est un clown qui fait des maquillages, qui sont somptueux, qui fait des sculptures ballons. Donc, des sculptures ballons, c'est des petits animaux en ballon ou des épées ou des casques. Enfin, c'est fabuleux. Des tours de magie et on fait également un jeu de piste une chasse au trésor, le jour de Pâques, pour chercher les œufs. Et ce clown, je le sollicite également pour des réceptions de famille, de façon à, entre guillemets, éviter une babysitter et que les enfants puissent être captés par ce clown. Et stimulés. D'ailleurs, j'ai fait le baptême de mon petit-fils il n'y a pas la semaine dernière, et il y avait 4 enfants de 3, 4 et 5 ans. J'ai fait venir ce clown, et alors, on surveillait quand même, mais on n'avait pas à les gérer. Et les enfants étaient occupés. Le clown a déjeuné avec les enfants. Et ensuite, il y a eu des jeux qui ont été faits. Et c'était extraordinaire. Pourquoi tu l'as pas amené, le clown, aujourd'hui ? J'aurais pu. Bah oui, comment il s'appelle ? Colello. Colello ? Colello. Et j'ai fait sa phrase, Colello, c'est le clown le plus rigolo. C'était facile. C'était facile. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. J'ai plusieurs questions qui vont être collégiales. Si vous deviez partir sur une île déserte avec 3 aliments, qu'est-ce que vous mettriez dans votre malle ? Moi, je peux répondre rapidement. On y va, Michel. Du fromage et du fromage. Très bien. C'est clair. Je vais te copier, il y aura du fromage, mais avant tout du cochon, du fromage et du vin rouge. Mais rouge. Hein. Ça va bien tout ça. Hein. Ouais. C'est bien parce que c'est pas beaucoup de cuisine en fait, les planches comme ça. Parce que nous, on s'est quand même rencontrés pour la première fois aux 10 ans de l'Amicale du Gras. Oui. Et à ce moment-là, tu te dis, c'est un bon signe. C'était génial. Alors moi, ça serait très simple aussi, c'est huile d'olive, fleur de sel et piment d'Espelette. Ah, bien. Et moi, ce serait poulpe. Les trucs qui sortent de nulle part. T'emmènes sur ton île, Est-ce qu'on peut partir sur la même île ? Mais tu veux aller le pêcher, le poulpe ? Ouais, tout à fait. Bah oui. Thierry, Virginie.
Potimarron. D'accord. Et un ingrédient ou Ce que tu veux. acra de morue. Ah bah très bien. D'accord. Donc préparé à l'avance. Préparé à l'avance. Acheter chez son charcutier traiteur. Mais après, Non, maison. mais après ils seront tout mous. Ils seront tout mous. Oui. Ils seront plus croustillants, tu vois. Mais il fera un feu pour Enfin, les faire. On va oui, dire, non, je vais rejoindre vin rouge. Vin rouge. D'ailleurs, juste petite parenthèse, qu'est-ce que tu nous as apporté là? Alors, je vous On ai a parlé de apporté fromage, là j'ai envie. un brebis corse avec de la figue. Moi, je veux bien un petit morceau de brebis corse. Et puis il a amené c'est le pique-nique. Non, mais c'est génial. Voilà, très bien. Alors, j'ai une autre question qui est assez générale et sociétale. Comment transmettre aux jeunes l'envie d'enclencher une carrière dans la gastronomie et dans l'artisanat? C'est toute la question du moment. Nous, on a en tout cas une école qui s'appelle le CEPROC, l'école des charcutiers, dans le 19e, juste à côté. Et on essaie de donner envie aux jeunes de faire ce métier. Un métier qui en vrai, n'est pas facile. On va pas se mentir, on a des métiers qui sont pas simples. Mais il faut susciter l'envie. En tout cas, pour ma part, mon expérience, c'est que je voulais faire de la cuisine. Je savais pas quoi. J'aimais manger. Et j'ai pas pu faire le cursus cuisine parce que j'avais pas le niveau. On m'a dit tu fais soit poissonnerie, soit charcuterie. Je dis charcuterie, ça existe cette formation, je ne savais pas du tout. Et en fait, je crois sincèrement que nous, en tant que maîtres d'apprentissage, on a un rôle essentiel sur la continuité de notre métier. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à nos adhérents. Accueillir un jeune de 16 ans qui va être plus souvent avec nous qu'avec sa famille et susciter l'envie chez lui, c'est une très grande responsabilité. Donc, je pense sincèrement que ça passe par nous, professionnels, la transmission et donner l'envie aux jeunes et leur dire que voilà, notre métier, ok, c'est pas simple, mais c'est fabriqué avec les envies, les produits du moment. Transformer. Oui, c'est transformer. ça. C'est surtout trouver le juste équilibre entre les avantages et les inconvénients. Parce que beaucoup ne regardent que le côté de la restauration ou de l'artisanat. C'est difficile, on travaille beaucoup, c'est fatigant, c'est contraignant, mais il y a quand même un retour et une reconnaissance. Mais on fait partie de. Moi, quand je croise des jeunes, je leur dis, il faut être conscient qu'on fait quand même partie de l'ADN de la France. C'est quand même. Si ce soir on va à une soirée déguisée tous ensemble et qu'on doit se déguiser en français, en cochon. Non mais en boudin blanc. En boudin blanc. Non mais c'est vrai que si demain on va à une soirée déguisée et que tu dois représenter la France, t'auras forcément une baguette sous le bras, forcément un morceau de saucisson, de fromage et du pinard. Bien sûr. C'est l'ADN, je pense, de la France. Alors on a l'art, on a plein d'autres choses, mais quand même, on a une responsabilité en tant que artisan culinaire, je pense que c'est vraiment, on représente notre pays. Et quand t'as compris ça, quand t'es jeune et quand t'as transmis la passion et la fougue de ce métier on disait faut être un peu fou, mais on est complètement taré. Oui. De toute façon, on n'a qu'à voir. Dès qu'on a une réunion professionnelle, l'Amicale du Gras et d'autres associations, on est épicurien, mais en tout point de vue. Pas que épicurien, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'on est épicurien comme on est autour d'une table, mais aussi dans la vie au quotidien, dans l'intimité, dans l'exaltation. Mais oui. Et je trouve qu'on est quand même, on vibre. On vibre. On vibre et on est chanceux de vibrer. Ouais. Et de faire vibrer. C'est ça. Et faire vibrer. Et Et toi, du coup, Vincent, pour la restauration, comment ça se passe? Alors moi, je fais régulièrement des interventions dans les écoles. Là, j'y vais la semaine prochaine. J'ai 2 sessions de 1 heure pour justement présenter notre métier, l'hôtellerie-restauration, tout confondu, à des jeunes pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et je leur parle de mon cursus, de ma rencontre client, puisque j'ai eu des rencontres clients, c'est extraordinaire et ça ouvre des portes et j'ai réussi à faire le tour du monde grâce à ça. Et pour mon service militaire, et à l'époque ça existait. Et je faisais mon métier à bord du bateau, donc c'était une chance extraordinaire. Et je leur donc présente l'établissement, je leur présente aussi donc mon cursus, et après je parle de mes anecdotes clients. Bien sûr, souvent les plus drôles, je ne vais pas parler des plus tristes. On pourrait écrire des mémoires. Mais je les écris sur mon ordinateur pour plus tard.
Ça me fera un petit peu plus à la retraite. Et le fait de faire ça, je distribue pas les cartes en rentrant dans la classe. C'est que à la fin, je leur dis, si vous êtes intéressés, je veux bien vous prendre en stage quelques jours. Si je vous prends en stage, c'est que vous allez faire, les 3 premiers jours, vous allez faire le tour, hôtel, restaurant, donc salle, service en salle, et cuisine, pâtisserie. Et les 2 derniers jours, vous choisirez l'option qui vous a fait vibrer. Et éventuellement, ça peut aussi vous donner envie de faire ce métier ou pas. Et là, notamment, j'ai une belle histoire. Au mois de juin, j'avais une jeune fille qui est venue 3 semaines, qui était un peu... Elle savait pas du tout. Ses parents étaient un peu désespérés parce qu'elle trouvait pas de... On leur demande de plus en plus jeunes à trouver leur voie. Et donc, l'école m'a appelé en disant, est-ce que tu peux la prendre ? Je dis, oui, pas de problème, on va la prendre. Et donc, la première semaine, elle a fait tous les services. Lingerie, étage, réception, cuisine, pâtisserie et service en salle. Et ça va de toutes les basses tâches, hein, nettoyage, et après le service, l'accueil, avec moi l'accueil, prendre les manteaux, bonjour madame, bonjour monsieur. Et les 2 autres semaines, elle a choisi l'option qu'elle souhaitait faire plus tard. Et son visage, déjà à la fin de la première semaine, s'est complètement ouvert. Elle était plus la même. C'était vraiment fabuleux. Et les 2 dernières semaines, elle les a fait avec le chef de cuisine, où elle a préparé des choses, des entrées, elle a fait de la pâtisserie, elle a coupé des légumes, elle a vu comment on coupait les poissons, la viande, etc. Et au mois de juin, je suis allé pour une réunion dans cette école, et je l'ai croisée, je ne l'avais pas reconnue. Et elle est venue, Monsieur Vincent, je tiens à vous remercier, j'ai trouvé ma voie. Ah, c'est trop beau. Et ça, c'est un grain de sable, on va dire, dans le... C'est pas grand-chose, c'est une petite pierre à l'édifice, mais au moins, ça donne envie. Et ça, transmettre la passion, c'est notre rôle, parce qu'il faut assurer, on va dire, la relève. Et surtout, c'est leur donner l'envie et la passion de bien faire et de voir cette étoile qui brille dans les yeux des clients. Et je me souviens, là, j'ai un jeune, je l'ai vu la semaine dernière, il travaille au Pur, maintenant, au Parc Hyatt Vendôme. Et je me souviens encore, au bout d'1 mois, son père m'appelle, il me dit, oui, on arrête tout, c'était il y a une dizaine d'années. Et il me dit, on arrête, enfin, le fils me dit, on arrête tout. Le papa, je dis, non, on n'arrête pas tout, je m'occupe de lui, vous inquiétez pas, etc. Et maintenant, il me fait la fête des pères, il m'appelle son papa de la restauration. Donc je me suis dit, bon, il était vraiment fait pour ça. Je l'ai détecté. Après, il a fait le job. Hein. Moi, je l'ai accompagné. Et puis après, il s'y est mis. Il a fait plusieurs établissements dans Paris. Et il s'en sort très, très bien. Et c'est une satisfaction. Merci, Vincent. C'est très beau. Bravo. Non, c'est très beau. C'est mignon. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez répondre à cette phrase ? Enfin, continuer la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est... Désolée, Michel, du coup. Mais tu peux dire ce que tu veux. C'est composé. Cuisiner, je sais même. C'est très difficile. Mais en fait, c'est la même. Cuisiner, c'est cuisiner, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce que ça te fait ? Et moi, c'est viscéral, c'est-à-dire que quand c'est ça. En fait, je trouve que composer, c'est joli, c'est joliment dit et l'assemblage des produits. C'est faire mettre en valeur des produits, des produits simples. Le plus simplement possible. Enfin, c'est ça qui me rend dingue dans nos métiers, c'est que d'un produit simple, juste bien cuit et bien assaisonné, tu disais que tu emmènerais de l'huile d'olive et de la sur une île. Parce que ça, tu peux le mettre partout, sur une entrée, faire un plat et même un dessert. Donc c'est un parfait accompagnement. Cuisiner, c'est partager ça. Très bien. Alors le jour où on me dira, Monsieur Courtois suffit, vous ne pouvez plus faire la cuisine, je vous dirai adieu. Non, pour moi, cuisiner, c'est vivre. Et comme le disait Mélissa, c'est ne pas forcément aller trop loin dans la métamorphose du produit de base, mais c'est parce que c'est le produit qui fait le boulot, qui fait le job. Nous, on est juste là pour le mettre en valeur, pour le supprimer, etc. Le jour... Le Graal, c'est de voir, mais c'est ce qu'on se dit tous, cette petite lumière dans les yeux de nos convives et de les faire waouh.
Et ça, c'est magique. C'est de A à Z, c'est du moment de plaisir, de l'imagination de sa création, du test. On se plante pas, mais il faut se planter de toute façon. Et jusqu'au bout, on voit le client ou le convive dire « J'ai passé un moment de rêve, merci ». Et ben là, on a gagné le cuisiner, c'est vivre. Vincent ? Pour moi, cuisiner, c'est vouloir partager et vouloir aussi faire découvrir quelque chose dans une assiette, dans un moment de convivialité. Alors moi, je suis pas cuisinier, mais je suis plus en salle, acteur en salle et organisation de réception. Mais moi, c'est ça, c'est vouloir partager et faire découvrir. Très bien. Pardon. Mais je t'en prie. Petit aparté. Mais je t'en prie. J'avais un client de, je sais pas, il devait avoir au moins 85 ans et il mangeait des huîtres. Bon, c'était pas cuisiné, mais c'est des très bonnes huîtres de Marennes-Oléron. Bon produit déjà. Et Et on en revenait, le produit brut, c'est pur. Tout à fait. C'est là où c'est le plus. Je te coupe, excuse-moi, mais Sublime. c'est là où on sait que ce qu'on nous donne, La la valeur, terre nous donne. bien sûr. Et ce client, donc moi je passe, mon rôle c'est de prendre les commandes, accueillir, passer aux tables, voir si ça va bien, le petit mot, les clients fidèles, etc. Et je lui dis, monsieur, si je peux me permettre, vous devriez manger le pied de l'huître. Alors le client me regarde, dubitatif. Le sommelier qui arrive juste derrière, qui dit, oui, écoutez le directeur de salle, goûtez. Donc je dis, écoutez monsieur, laissez-moi faire. Donc je prends le couteau, je défais le pied et je lui dis, écoutez, goûtez s'il vous plaît. Puis je vous laisse quelques minutes, je repasse. Et je dis, vous allez voir, ça sent la noisette. Et je repasse, et il me dit, monsieur, j'ai attendu 85 ans avant de goûter ça, mais c'est extraordinaire. Et alors le sommelier qui a eu un petit mot qui était assez drôle, qui lui fait, oui, monsieur est pédicure ostréicole. Excellent. Et ce monsieur, en partant, j'étais occupé dans une autre salle, me demande, il me dit, écoutez, il me serre la main, il me dit, écoutez, merci monsieur, merci. Et c'est vrai que c'est comme quand on vend du thon, de l'espadon, beaucoup de personnes le mangent très très cuit. Et c'est surtout pas. Et je dis au client, je le fais bleu, si ça va pas, on le renvoie. Et à la fin, pareil, on me demande à la réception en me disant, écoutez, merci, j'ai découvert quelque chose. Et il n'y a pas le côté filandreux quand c'est très très cuit, presque, on dirait presque une côte de porc, si je pourrais me permettre. Bien sûr. Et le prendre bleu, avec les condiments qui vont avec, etc., c'est une découverte. Et j'ai réussi à... C'est comme ça qu'en conseillant, de faire avancer, entre guillemets, les mentalités, les changements de goût, et aussi... de les rendre prêts aussi voilà. à changer leur vision. Tout à fait. Merci. Alors, pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature proustienne qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai été prof Non, de ça va lettres. pas. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Quelle est donc votre Madeleine de Proust ? Je peux commencer si vous voulez. Vas-y, Mélisse. Moi, c'est durant mon apprentissage, la première fois où j'ai fabriqué un fromage de tête. Vraiment. Et en fait, j'avais un immense tas de joues de cochon devant moi qu'il fallait découper. Et en fait, c'était hyper chaud. Et mon maître d'apprentissage me dit, goûte la joue de porc, elle a cuit toute la nuit, c'est hyper bon. Et alors là, méticuleusement, j'ai choisi la plus moelleuse, la plus tendre, et je l'ai mangée. Et là, je me suis dit, ok, je serai charcutière. Ah ouais. Il y a eu un déclic. Ah ouais. Et du coup, Tu avais quel âge ? J'avais à peine 16 ans. Voilà. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on fait du fromage de tête, je passe en cuisine, en labo, je prends une joue de porc, je la mange, et je me dis, ok, je serai toujours charcutière. J'adore. Très bien. Jérôme ? C'est une excellente question. Il y en a pas mal. J'avais une grand-mère qui était bourguigno-bressane et elle faisait une tête de veau. Ah bah. Ah, attention, mais attendez, l'histoire commence là.
elle la faisait non pas cuite au bouillon, sauce ravigote, etc. Elle la faisait en cocotte au four. Et c'était du caramel. Mais oui. Et c'était amusant parce que j'ai pensé il y a quelques jours et je me dis, mamie, tu m'as pas laissé la recette, mais il va falloir que je m'y colle. Parce que ça, mais j'ai l'odeur, j'ai le bruit. Et tu l'as refait du coup ? J'aime pas encore, non, mais faut que je m'y colle. Là, tu vois, t'en parles aujourd'hui. Et j'ai encore l'odeur, le bruit dans sa cuisine avec le vieux four à charbon, etc. Mais voilà. J'adore. Vincent ? Le gicot d'agneau au flageolet. Du dimanche midi ? Du dimanche midi, chez ma grand-mère, à Dinard en Bretagne. J'adore. Et Michel ? Alors moi, c'est la crème de marron. Et voilà, incontestablement, je pense que je pourrais en manger matin, midi, soir. Et alors, j'avais une maman qui était une piètre cuisinière, d'où effectivement ma nullité en cuisine. Ne dis pas ça, Michel. Et donc son dessert, en tous les cas le dessert du dimanche, c'était donc une crème de marron qu'elle mélangeait à du fromage blanc. Et puis, pour les grands jours, un petit peu de chantilly, monté maison quand même. Et alors, de ce dessert, évidemment, je l'ai gardé dans mes classiques. Et à la différence près que j'infuse de l'absolu de jasmin dans la crème avant de la fouetter. Et l'accord marron-jasmin, c'est un voyage. On n'aurait jamais pensé à ça. C'est un voyage. Et toi, Virginie, du coup ? Alors moi, je le dis toujours, c'est les bugnes de ma grand-mère Janine. Voilà, qui est toujours là d'ailleurs, 99. Merci Janine. Parce qu'elle fait toujours des bugnes. Elle en fait encore. Et bugnes, mais juste avec donc la pâte à beignet, tu vois, hyper grasse, avec du sucre glace. Et après, il y avait des tartes aux fraises aussi. Et puis, tout ce qui est... moi, j'adore. Et là, c'est pour ça qu'on rentre dans la saison. Tout ce qui est plat mijoté. Le bourguignon, la blanquette, les paupiettes, la poule au pot. Voilà. On adore. Donc, on adore. Hein. Ouais, on adore pour bien. le winter body. C'est ça. On s'en fout. On a des cols roulés et des doudounes. Donc, c'est pas grave. Alors, la dernière question. Mais la plus importante. Ah ouais ? Oh là là, vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'on mange ? Toujours prêt. Quelle est votre définition de la passion ? Eh oui, passion ? Et ça, je l'en vois pas, ça. Il y a une question subsidiaire ? Non, il n'y a pas de joker. Voilà. Je pense que la passion, c'est L'appel du quand le matin tu te lèves et que t'as pas l'impression d'aller travailler, quoi. La passion, c'est quand on est privilégié de faire un boulot où on se lève le matin. Ou alors oui, on est fatigué le soir quand on rentre. Mais par contre... on se lève le matin et on sait qu'on va faire quelque chose de notre journée qui nous fait vibrer, et ça c'est une chance voilà, inestimable. Voilà. Michel. Alors, moi, au risque de vous surprendre, je pense que je ne suis pas une passionnée et sûrement pas de cuisine. Alors, toi, c'est passionné, hein. Passionné par faim. Voilà. Je préfère le mot mission. Je pense que j'ai vraiment, au-delà de la passion, j'ai cette mission de livrer le message que je me dois de livrer, effectivement, sur cette différence. Donc, c'est vraiment ce qui me fait lever le matin, en me disant à quel moment de la journée tu vas avoir le plaisir de transmettre, donc de faire ton job. Tu es là pour ça. Voilà. Donc c'est plus une notion de devoir, mais dans une forme d'hédonisme, que de passion. La passion me fait peur. Parce que la passion est destructrice, parce c'est qu'elle est destructeur souffrance à l'origine. Complètement. Je me méfie de la passion. Non, mais j'entends, parce que c'est l'excès. Parce que c'est l'excès aussi. Exactement. Mais oui. Et c'est pour ça qu'on est fou. On en revient toujours au même. Exactement. Vincent ? Moi, la passion, c'est transmettre et faire plaisir, et surtout surprendre. Arriver au moment où, entre guillemets, on pourrait pas s'attendre à ce qui va se passer dans la salle de restaurant. Si le clown arrive ou pas. Si le clown arrive ou pas, ou le fils qui habite à l'autre bout de la planète, qui débarque pour déjeuner avec sa maman et qui me remet un tapis persan dans les bras en me disant vous allez juste voir la dame la dame très très âgée qui est là, vous lui dites il y a un coursier qui est là pour vous, et paf, et là elle lève les yeux et elle me dit mais d'où tenez-vous ça ? Et derrière, j'ai son fils qui est là, qui habitait à l'autre bout de la planète. Oh, c'est trop beau. Et ça, c'est des moments merveilleux. Et ces moments-là, j'aime les faire vivre, j'aime les mettre en action et les mettre en avant. C'est la passion. C'est la passion. Très beau. Jérôme ? Alors moi, je crois qu'effectivement, comme disait Mélissa, la passion, c'est le truc magique, invisible, qui nous fait
avoir le niaque pas possible à 4h du matin en disant « j'y vais et je suis content d'y aller ». Et je pense que la passion, on ne la choisit pas, c'est elle qui nous tombe dessus. Et comme disait Vincent, c'est créer de l'émotion et surtout pas garder sa passion pour soi. C'est être partageur de passion et transmetteur de goût. Ouh, bien. Alors, je peux rajouter quelque chose ? Oui. C'est bien que tu as levé la main. Il parlait de 4h du matin. Jérôme parlait de 4h du matin, pardon. J'organisais un mariage et j'avais 100 Français, 30 personnes qui venaient du Maroc. Et pendant le rendez-vous, j'ai senti que ça ne matchait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai demandé à la maman de lui parler un petit peu à part et je lui ai dit écoutez, je sens qu'il y a une tension, je vais essayer d'enlever cette tension, préparer une enveloppe, un budget pour quelque chose, etc. 1 an et demi à l'avance. Et 15 jours avant, la maman m'appelle, elle me dit vous avez trouvé ? Je suis oui, j'ai trouvé, j'avais pas trouvé. Et en pleine nuit, à 4h du matin, tilt, j'ai toujours un papier, un crayon sur ma table de nuit, ça dérange ma femme d'ailleurs, et j'allume la lumière, je marque danseuse du ventre. Ah oui, tu me l'as raconté, j'adore. Et donc, j'appelle un de mes amis concierges de Palace à Paris et je lui dis, écoute, trouve-moi des danseuses du ventre, je veux des mannequins, je veux des tissus, je veux des musiques, je veux que ce soit vraiment la classe et je sais que tu vas trouver ça. Et il me renvoie un message et donc je fais un visio avec les danseuses et tout. Ça se passe très très bien. Je fais un contrat avec elles et à 11h, 23h pendant la réception de mariage, personne ne savait. Les danseuses descendent dans la salle, font un show de 40 minutes, 45 minutes. Et là, une vraie liesse dans la salle. Les 2 familles, une ambiance. Et la soirée, waouh. Ouais, trop bien. Extraordinaire. À 4h du matin, je ferme le restaurant. Et là, la mariée, elle frappe la baie vitrée. Donc, je lui dis, oui, vous avez oublié quelque chose. Elle me fait, non, déjà, je voudrais vous offrir mon bouquet. Parce que j'ai pas voulu le jeter, parce que je vous l'offre pour mon mariage. Et puis son petit frère me dit, je marie dans 2 ans, ce sera ici, chez Caso dehors. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Est-ce que c'est utile que je conclue parce que ça aurait pu être une conclusion. Non, c'est très beau. Conclue. Je conclue. Ce matin, au micro, 4 personnalités atypiques, très curieuses, qui revendiquent l'originalité et l'envie de mettre des étoiles dans les yeux des dégustateurs, mais aussi, égoïstement, l'envie de se faire plaisir dans l'exercice de nos métiers exaltants. S'affranchir des codes poussiéreux, dénués d'émotions, s'écouter dans les envies les plus fantasques, être libre, pleinement libre, dans nos convictions épicuriennes. Merci Vincent. Merci. Merci Mélissa. Merci. Merci Jérôme. C'était avec grand plaisir. Merci Michel. Merci à toi Virginie. Restons en mouvement, affirmés dans notre sensibilité et continuons de vibrer. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.